Bonjour à tous, merci d'être présents à notre table ronde virtuelle. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous confirmer dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Super, parfait. Merci pour cette confirmation. Donc, l'objectif aujourd'hui est effectivement d'avoir cet échange autour d'un sujet qui nous passionne, qui nous anime, parce que c'est un sujet sur lequel on est beaucoup sollicité par nos clients. C'est dans le cadre d'une migration cloud, quel itinéraire est-ce qu'on va mener pour finalement réussir à mener à bien ce projet qui parfois peut s'avérer complexe. Donc, il y a beaucoup de sujets, de facteurs un petit peu qui viennent intervenir dans cette typologie de projet. Et l'objectif, c'est vraiment de les couvrir avec trois experts que j'ai avec moi aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter. Philippe. Oui, donc moi c'est Philippe Cuny-Besson, je suis architecte cloud au sein d'un grand compte. Voilà. Super. Christophe. Moi, Christophe Lecoq, architecte solution, avec majoritairement une forte expérience, certaine d'expérience sur AWS. Et donc Sylvain, moi aussi, je suis architecte cloud et je viens d'une petite société qui s'appelle AWS. Super. Donc effectivement, Sylvain, Philippe, Christophe, qui sont architectes cloud chez Synapsys. Donc quelques mots sur Synapsys. Donc on est une société de services spécialisée dans la transformation des infrastructures. On a plusieurs métiers sur lesquels nos consultants sont experts, notamment dans les domaines du cloud, du digital workplace et du DevOps. Et puis plus récemment également sur les métiers du Green IT. On accompagne également sur la transformation des systèmes d'information avec des consultants qui ont un profil un petit peu plus conseil, également sur les métiers de la data. On accompagne depuis 12 ans un certain nombre de clients essentiellement grands comptes, CAC 40, SBF 120, sur des secteurs d'activité assez larges, banque, assurance, retail, industrie, BTP, etc. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise. Donc on va démarrer la table ronde. En tout cas, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Le chat est fait pour ça. On y répondra donc en direct. Voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir démystifier un petit peu tout ce sujet et surtout être là pour répondre à vos questions. Donc tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de contextualiser un petit peu les choses. Voilà, en quoi le cloud aujourd'hui c'est un projet qui doit être mûrement réfléchi. Quelles questions se poser et potentiellement quels sont les risques. Philippe, si tu veux démarrer. Oui, merci Nathalie. Donc en fait la réponse elle est un peu évidente. Effectivement, oui, aller vers le cloud, ça doit être mûrement réfléchi et ce à tous les niveaux d'une organisation, peu importe sa structure ou son volume en fait en termes d'utilisateurs. Et pour ça, il y a de multiples raisons. Et donc c'est effectivement quelles questions on doit se poser, quels sont les risques qui sont afférents à cette migration. Donc sans rentrer dans le détail pour le moment, il s'agit plus d'un investissement qui peut être important tant en termes de temps que d'argent. C'est pour ça qu'il est important de s'assurer que le cloud est la solution qui correspond bien aux besoins de l'entreprise. Deuxièmement, le cloud peut avoir un impact significatif sur votre entreprise. Il peut vous aider à améliorer votre efficacité, à réduire vos coûts ou à vous concentrer sur l'innovation. Troisièmement, le cloud est aussi un environnement complexe. Il existe de nombreux fournisseurs de cloud différents, chacun offrant justement une gamme de services qui peut être plus ou moins similaire. Donc on pourrait s'y perdre. Cependant, il est aussi important de comprendre les implications du cloud avant de vous y lancer, et c'est tout l'objet justement de cette table ronde. Il est important de prendre en compte justement les aspects de sécurité. Par exemple, la donnée exposée peut être exposée à des risques, comme les cyberattaques par exemple. Il y a aussi la disponibilité des services qui peuvent être aussi un frein. Et enfin, le contrôle des données et des applications lorsqu'on migre vers le cloud. Donc vous l'aurez compris, il faut avoir une approche globale pour ce type de projet. Donc pour commencer, on va débuter sur le thème de l'assessment et je vais laisser la parole à Christophe. Tout à fait. Merci Philippe. Effectivement, quand on démarre ce type de projet-là, donc c'est déjà qu'on a pris potentiellement la décision d'aller sur le cloud. Et le premier élément à prendre en compte, c'est bien entendu de faire un état des lieux, donc ce qu'on appelle effectivement un assessment, pour savoir votre niveau de maturité. L'objectif à travers le cloud, bien entendu, c'est aussi de se mesurer avant pour voir effectivement les progrès qu'on a pu atteindre vis-à-vis de cette migration-là.
Donc, quand on parle effectivement de cet assessment-là, il y a différents outils qui sont mis à disposition qui vous permettent de mesurer effectivement votre vision business, vision stratégique, votre vision avec vos partenaires. Est-ce que demain, vous envisagez, parce que votre cœur modèle, votre business model, entre guillemets, vous exploitez beaucoup de data, de la monétiser? Ça, c'est des scénarios qui peuvent être envisagés et ça, le cloud le propose. Et c'est vraiment des enjeux intéressants. Votre ligne produit également. Après, l'organisation également de vos entités, la structure. Donc, l'interaction que vous avez, bien entendu, avec votre direction métier. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui n'est pas un projet technique. L'intérêt derrière cela, bien entendu, c'est d'apporter plus de valeur au business. Et donc, pour cela, il faut connaître aujourd'hui, à un instant T, l'interaction que vous avez avec vos directions métiers et, bien entendu, l'organisation que vous avez, qu'on pourra développer juste après, à un instant T de votre DSI. Il y a bien entendu, Philippe en a pu parler, un volet sécurité. C'est quoi votre niveau de maturité en termes de sécurité? Où est-ce que vous en êtes? Et on entend parfois tout et son contraire, hein, comme quoi le cloud n'est pas sécurisé. Mais clairement, aujourd'hui, en fonction de votre niveau de maturité, vous avez également une grande possibilité d'avancer, entre guillemets, d'une marche à franchir et d'apporter encore plus de sécurité. Et après, il y a un volet opération. Quand on parle d'opération, c'est vraiment aujourd'hui votre politique de sauvegarde, votre disaster recovery et ainsi de suite. Vous pouvez vous dire, bah voilà, moi, je garde mon infrastructure on-premise et mon disaster recovery, il est sur le cloud, ou inversement. Ça, c'est également à prendre en compte. Donc, le volet gouvernance, je l'ai indiqué, et enfin, la partie plateforme. C'est quoi votre écosystème? Et donc, pour ce faire, si vous êtes, comment dire, si vous suivez un petit peu les processus utiles, hein, que vous démarrez, que vous avez votre propre CMDB, l'état des lieux, votre écosystème, votre landscape technique vous permettra effectivement d'avoir une première vision et après de commencer à réfléchir à votre plan de migration. Là-dessus, sur ce plan de migration-là, il y a plusieurs méthodes que Sylvain va pouvoir vous décrire, hein, que ce qu'on appelle la méthodologie 6R. Donc, je te laisse peut-être en décrire un peu plus, Sylvain, là-dessus. 7R. Ouais, alors c'est effectivement 7R, c'est une méthodologie qui a été ça fait à peu près une dizaine d'années qu'elle évolue côté AWS. Ils ont commencé avec 5R, puis maintenant ils sont passés à 7. L'idée, c'est de catégoriser ces applications ou ces morceaux de système d'information suivant les typologies de migration qu'on peut avoir. La plus classique, celle que vous entendez très très souvent, c'est le lift and shift. Donc c'est prendre ce que vous avez dans votre DSI actuel et puis de le déplacer dans chez votre fournisseur de cloud. C'est la plus simple et la plus rapide. C'est pas forcément la plus répandue. Le plus courant, ce qu'on va voir, c'est plutôt de redéployer. Donc cette fois-ci, c'est l'un des R qui est un peu récent, qui s'appelle le replatform. Donc ça va consister à prendre son application, pas prendre la machine virtuelle qui héberge l'application, mais prendre l'application et la redéployer au sein du cloud. Donc effectivement, hein, comme l'a indiqué Christophe, le passage vers le cloud, c'est beaucoup d'organisation. C'est pas forcément extrêmement technique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a choisi de passer vers un fournisseur de cloud, ou deux ou plus, en général on commence par un, il faut se former. Ça va vraiment être le nerf de la guerre, c'est être capable de mettre en place du côté de l'intégralité de ces équipes qui vont consommer des ressources dans le cloud, des plans de formation. Ces plans de formation, il faut bien penser qu'ils doivent s'étaler sur X jours, pas X semaines, mais on est plutôt sur différents mois, avec différentes phases au sein de ces formations, et de bien comprendre que ces formations, elles sont vraiment centrales pour qu'on comprenne et qu'on utilise correctement les services fournis par nos fournisseurs de cloud. Et donc c'est vraiment l'aspect qui est très 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 central, c'est cet aspect formation pour bien comprendre dès le début de sa migration, à savoir dès le moment où on a commencé à dire je vais migrer vers le cloud, se dire je vais aller former mes équipes aussi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est une étape qui n'est pas contournable pour comment dire, quand on démarre sa migration. Et ça fait partie, je pense, Christophe, t'hésites pas à rebondir là-dessus, de l'assessment, de savoir quel est le niveau de maturité d'usage de ces équipes des plateformes de cloud. C'est quoi le. Pour prendre exemple également, excuse-moi Nathalie, pour prendre exemple également, oui, sur ce que Sylvain pouvait indiquer, hein, c'est même pas plusieurs mois en fait, c'est même quelque chose d'itératif. Aujourd'hui, les fournisseurs de cloud évoluent tellement vite que ça effectivement,
durant la phase de démarrage, bien entendu, il y a une grosse phase d'apprentissage. Moi, j'ai l'exemple de chez un client, effectivement, ils ont carrément constitué ce qu'ils ont appelé une Cloud First Academy. Donc, vraiment une académie, justement, pour faire monter en compétence les équipes, avec vraiment un gros investissement sur le volet formation. Et ce volet formation-là, il ne se limite pas aux techniciens, hein, aux ingénieurs ou aux architectes. Hein. Vos directeurs de projet, vos responsables de BU, tout le monde doit avoir un vernis sur le cloud. Puisque aujourd'hui, effectivement, tout le monde va consommer les services, donc il faut qu'ils comprennent à minima qu'ils ont un vernis. Et il y a quand même pas mal de changements d'usage quand on passe sur le cloud, d'où la nécessité, effectivement, comme Sylvain indiqué, de ce plan-là de formation. Et moi, je vous parlais d'une Cloud First Academy, vous l'appelez comme vous voulez, si demain vous allez en mettre une en place. Mais il faut vraiment avoir cette notion de formation et formation en continu. Après, moi, j'aimerais rajouter aussi un point, justement, bien avant la stratégie de migration et aussi l'assessment, c'est aussi la classification de la donnée. En fait, ce qui va conditionner cette migration vers le cloud, c'est la donnée de l'entreprise, en fait. Certaines entreprises établissent justement une classification de la donnée avec une certaine échelle, et c'est cette classification de la donnée qui va dire on va aller dans le cloud ou on va pas aller dans le cloud, ou alors on va aller chez un certain cloud provider et pas un autre, en fonction, par exemple, de notre activité. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut bien se poser en amont, avant effectivement de démarrer l'assessment. C'est-à-dire voilà, essayer de définir une espèce de guideline en disant voilà, j'ai telle activité professionnelle, j'ai telles données qui sont classifiées. Est-ce que je la mets sur Google? Est-ce que je la mets sur Azure? Est-ce que je la mets sur AWS? Voilà, c'est toutes ces questions-là sur lesquelles on va avoir une réponse qui va se faire naturellement et qui vont guider le choix ensuite de la migration. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourra donner un exemple assez connu, hein, qui s'appelle le groupe LVMH. LVMH qui est consommateur de 3 fournisseurs de cloud, donc GCP, Azure et AliCloud, et ils n'utilisent pas du tout AWS, parce qu'ils considèrent que AWS fait le même métier qu'eux, à savoir de la vente au détail, du retail en bon français, et donc ils ne veulent surtout pas aller sur AWS parce qu'ils considèrent que c'est un concurrent. c'est ça. Voilà, c'est un exemple. A contrario, le groupe Kering, lui, n'a aucun problème à aller utiliser 4 fournisseurs de cloud, parce que c'est un groupe qui a grandi par croissance externe et qui a racheté des marques petit à petit. Et donc ce qui fait qu'ils peuvent quand on choisit une migration vers le cloud, elle peut aussi être un peu subie de temps en temps, parce qu'on a racheté une entité ou une entreprise qui avait déjà un usage particulier du cloud. Et par conséquent, il faut aussi reformer les équipes et se former sur les différents fournisseurs de cloud que l'on peut avoir. Et on observe finalement que les entreprises, elles minimisent un petit peu cet aspect formation, ce côté humain, qui fait que derrière, il peut y avoir des impacts, des répercussions. Enfin, finalement, ça dépend de la structure en fait de l'entreprise, du budget qui est alloué. C'est pour ça qu'il faut généralement un sponsor dans l'entreprise qui puisse. C'est primordial. C'est-à-dire voilà. C'est pas toujours bien anticipé, oui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment très important la phase préparatoire. C'est dire voilà, quel budget on a pour la formation, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir aussi faire adhérer les collaborateurs à ce changement. Parce qu'on n'est plus sur de l'on-prem, on est sur de l'autre technologie, on est sur du cloud, on est sur quelque chose qu'on voit pas forcément comme on a l'habitude dans nos data centers. Et donc, il faut vraiment former les gens, établir des plans de formation à différents niveaux, et que ce soit du SysOps, du DevOps. ça fait peur, ça leur fait peur. Il y a des résistances parce que c'est un champ de compétences qu'ils ne maîtrisent pas. Et... Ça dépend des personnes. Hein. Ça dépend des personnes, ouais. Ok. Ouais. Il y a une question. AliCloud, donc, qui est le pendant d'Amazon, pourquoi ne sont-ils pas considérés aujourd'hui comme des concurrents? Pourquoi? Entre AWS et AliCloud? Si, ce sont bien des concurrents. Hein, Mais on n'en parle pas trop, c'est vrai, effectivement, quand on... Parce qu'il est très cantonné sur la Chine, essentiellement. Moi, je l'ai vu chez beaucoup de clients qui ont des développements internationaux et qui ne peuvent pas se passer de la Chine comme marché. Et quand on ne peut pas se passer de la Chine comme marché, on ne peut pas se passer d'AliCloud. Parce que dès qu'on veut commencer à faire des déploiements à l'international, AliCloud est nécessaire en Asie. Est-ce que c'est un concurrent d'AWS? Oui. Est-ce que c'est un concurrent de la taille d'AWS? Pas tout à fait. C'est quand même un petit peu plus petit. Et ils sont très, 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 très centrés sur la Chine. Un AWS, un Azure et un GCP sont déployés partout dans le monde, sauf la Chine. AliCloud, c'est l'inverse.
Voilà. Après, ils ont des partenariats comme AWS. Je sais qu'ils ont des partenariats sur la Chine pour avoir, pour Locaux, justement ouais. dire qu'ils ont, voilà, pour dire qu'ils ont une présence sur le marché pour justement capter des parts de marché en fait, hein, et accroître leur visibilité. Donc oui, effectivement, la partie Ali Cloud c'est vraiment un concurrent et c'est indispensable pour les personnes qui doivent aller qui ont un marché, notamment le marché du luxe, le marché cosmétique où il y a qui est beaucoup sollicité par Ali Cloud justement. Il fait partie des 4 grands, hein, Ali Cloud. Hein. C'est quand on cite les grands fournisseurs de cloud, donc les hyperscalers en bon français, c'est Azure, AWS, Google et Ali Cloud. 3 Américains, un Chinois. Et désolé, il n'y a pas de Français dedans. C'est un autre débat. Ok, très bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Voilà, on a le chat à côté, on y répond. Alors juste pour oui, je voulais revenir un petit peu sur justement les stratégies de migration qu'on a évoquées un petit peu tout à l'heure. Donc effectivement, il y a eu les 5 R, c'était initié par Gartner, je crois, en 2010. Après, c'était repris par AWS pour les 6 et ensuite les 7 R. Il y a quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que quand on va dans le cloud, le mieux en termes d'approche, c'est de faire du refactor en fait. C'est-à-dire de faire en sorte que notre application ou dans notre plan de migration, notre application qui peut être legacy, hein, c'est-à-dire ancienne application hébergée on-prem sur du Windows ou du Linux à l'ancienne, l'idéal c'est de la rendre cloud native en fait. Donc c'est quelque chose qui va aussi accroître la durée de migration. C'est-à-dire qu'il va falloir faire du développement, va falloir l'adapter aussi pour le fournisseur de cloud qu'on veut. Qu'on veut utiliser. Donc tout ça, c'est aussi des étapes qui vont demander aussi beaucoup de temps. Et comme justement les fournisseurs de cloud n'ont pas, ils sont au niveau des technologies, c'est similaire, mais l'approche est un petit peu différente. Donc si on veut avoir une sorte d'approche, l'usage n'est pas tout à fait le même. Voilà, l'usage n'est pas le même. Donc si on veut faire par exemple du multi-cloud, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'il faudra aussi anticiper dans la roadmap en se disant voilà, je vais avoir 2 chemins de migration, un pour tel fournisseur et un autre pour l'autre fournisseur. Donc c'est vraiment à considérer. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on choisit de migrer vers le cloud, le conseil simple, c'est démarrer avec un seul fournisseur. Ne pas démarrer directement avec 2, 3, voire 4 fournisseurs. C'est le meilleur moyen de s'éparpiller et de se tromper. D'ailleurs, je reviens un peu aussi sur les aspects organisation. Tout à l'heure, on a parlé de l'aspect formation. Il faut bien penser aussi à un détail important, c'est que quand on passe dans le cloud, on modifie aussi ces processus en interne. On va modifier aussi la manière dont on consomme des ressources informatiques. Parce que ne pas oublier que le passage dans le cloud fait que, en général, on passe de provisionner une machine en de quelques semaines à quelques mois à quelques secondes. Et ce changement-là, en fait, il change énormément de choses parce que ça veut dire que un chef de projet, un développeur, n'importe qui peut demander une machine et l'obtenir en quelques secondes. On est vraiment sur une échelle de l'ordre de la seconde. Ce qui veut dire que notre organisation va être profondément changée. Et ce changement, alors il porte un nom côté cloud, il s'appelle la mise en place d'un CCOE, donc Cloud Center of Excellence. Après, cette équipe, elle peut avoir 50 noms comme on veut à l'intérieur. Mais l'idée, voilà, on prend le nom qu'on veut, mais cette équipe, elle va être responsable de l'accès et de l'usage des plateformes du cloud. Et donc, le changement d'organisation fait que les consommateurs de ressources informatiques et donc de ressources cloud ne vont plus aller dire au CCO je veux une ressource de telle sorte. Il va dire comment est-ce que j'utilise tel type de ressource et comment je fais pour l'approvisionner correctement. Donc en fait, on change de paradigme et ce qui fait que derrière, on va aussi changer l'organisation. Alors c'est après dans les phases de migration. La première, c'est vraiment choisir son fournisseur. La deuxième, c'est commencer à former ses équipes. Et une fois qu'on a commencé à former ses équipes, c'est monter aussi une équipe qui va être en charge de comment est-ce qu'on déploie les choses à l'intérieur, les ressources à l'intérieur du cloud. Et donc ça aussi, c'est une phase d'organisation. C'est pas du tout technique. Mais ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut vraiment en parler. Juste pour faire écho par rapport au 6R, au 7R, peu importe. Il y a une question. Une personne pose la question. Donc, j'ai compris que le Riost n'était pas très utilisé. Quelle est l'approche aujourd'hui la plus adoptée parmi les 6R? Pas réellement. Enfin, moi, si je prends mon exemple,
chez un petit client où il y avait quelques VM quand même, il y en avait plus de 400. Tout dépend de l'état des lieux. On revient sur l'assessment. Si aujourd'hui vous avez des data centers qui sont deprecated, ou clairement réinvestir, ou vous projetiez il y a quelques années pour réinvestir dessus, si vous avez une réelle volonté d'aller vite et de les décommissionner et des data centerless, peut-être que vous allez faire d'abord du rehost. Et ça sera plus rapide. Tout dépend de votre stratégie. Si vraiment votre objectif, c'est d'être rapide et d'aller vite sur le cloud, dans ces cas-là, effectivement, une stratégie rehost. Après, rehost, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, que vous ne vous adaptez pas du tout au cloud. Vous pouvez quand même utiliser quelques services. Il y a quand même pas mal de composants. Je parlais du volet sécurité. Vous allez rajouter des briques de sécurité. Il y a plein d'éléments. Donc, si je reprends basiquement votre infrastructure sur différents hyperviseurs, peu importe, je peux citer VMware, Hyper-V, vous prenez vos VM, vous pouvez les migrer effectivement directement et même carrément migrer l'hyperviseur ou carrément sur les solutions des différents cloud providers. Et ça, c'est une stratégie de migration qui est rapide et qui vous permettra potentiellement de décommissionner vos data centers si c'est une forte volonté parce que voilà, ils sont clairement pas résilients, ils sont obsolètes et ainsi de suite. Ça peut être un des choix et que moi j'ai connu. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait par SNCF Connect, qui est un exemple documenté de migration vers AWS. Ils ont fait alors à l'époque ça s'appelait pas Riost, ça s'appelait Lift and Shift, mais c'est exactement la même idée. Et ils ont déplacé 100% de leurs infrastructures chez AWS, quasiment telles quelles. Et ils ont décommissionné leur data center en à peu près 2 ans. Et ils ont migré 1700 applications à l'intérieur d'AWS en faisant alors à l'époque on appelait ça Lift and Shift, maintenant Riost. Et maintenant qu'ils ont fait du Riost, ils sont en train de transformer leurs applications pour qu'elles consomment les services natifs du fournisseur en question qu'est AWS, afin d'avoir un petit peu plus de flexibilité, un peu plus d'élasticité, et puis d'utiliser au mieux aussi les services qui sont fournis. Les services de machines virtuelles, ce sont pas les services les plus flexibles que l'on a chez nos fournisseurs de cloud. On a des services qui sont quand même un peu plus pratiques à utiliser. Je pense notamment à tout ce qui est FAS, Function as a Service, c'est Lambda, Azure Function, etc., qui existent chez les différents fournisseurs de cloud. Donc oui, c'est un mode de migration qui existe. Je t'en prie, Nathalie. Mais et finalement, parmi ces 6 R, donc du coup, il n'y a pas une approche que vous plébiscitez un petit peu plus? Ça dépend du contexte en fait. Ça dépend vraiment du contexte métier de l'entreprise. Sylvain a cité l'exemple justement de la SNCF. Moi, je l'ai rencontré aussi dans une de mes anciennes entreprises où effectivement on a adopté donc le Riost, c'est-à-dire que toute l'infra qu'on avait sur nos data centers privés, on les a clairement migrés sur AWS pour pas le citer. Et justement, une fois qu'on a fait ça a duré 6-8 mois. Et ensuite, on a établi justement un plan de transformation qui a duré 2 à 3 ans pour justement rendre toutes les applications containerisables en fait. Voilà, pour justement que ce soit améliorer la résilience. Si un service tombe, ça met pas en péril toute l'application, ça redémarre derrière. Voilà. Donc c'est vraiment c'est une migration qui peut se faire de différentes par différentes étapes à travers différentes ères en fait. Voilà. Et pour compléter également, après c'est pas une règle absolue et c'est pas binaire, c'est pas 6 R, je fais du Riost et je fais que ça. Si vous avez une application sur laquelle il y avait un plan de transformation, en soi ça sert à rien entre guillemets de la transformer en premise et après de la remigrer. Ça sert à rien. Tout dépend, ça dépend des cas de figure. C'est pas une règle absolue ce que je dis, mais aujourd'hui les 6 R, ça veut pas dire que vous allez utiliser les 6, ça veut pas dire que vous en utilisez qu'un seul. Vous pouvez mixer en utilisant 2 ou 3. Si votre objectif c'est d'aller très vite décommissionner le data center, vous ferez probablement 80% de Riost, puis les 20% restants, parce qu'il y a votre site vitrine, vous n'avez pas envie de le laisser comme ça juste avec des VM, vous voulez en profiter pour profiter de tous les mécanismes de sécurité ou autres fonctionnalités que le cloud propose, c'est ce que vous serez amené à faire. Et donc en général, il y a un mix de tous ces modes de migration. Il n'y a vraiment pas de mode de migration qui soit unique. Voilà. Non, ça n'existe pas. C'est au cas par cas, adapté en fonction de chaque entreprise, en fonction aussi du budget et en fonction du temps que l'on veut faire pour migrer vers le cloud. Le cas idéal, c'est on a que des applications qui sont déjà cloud native dans sa DSI et on les déploie tous
chez son fournisseur de cloud, mais c'est un cas qui n'existe pas. Parce qu'en général, toute entreprise quand elle démarre, elle dérive forcément à un moment ou à un autre, elle prend de l'historique. Mais la plupart du temps, c'est vraiment un mélange et il n'y a pas de règle. La règle, c'est que il y a presque besoin de X consultants pour venir aider à faire les migrations. Alors vos fournisseurs de cloud préférés font ces aides à la migration. Donc qu'on soit chez Azure, AWS, GCP, AliCloud, je suis moins sûr, mais les trois américains vont vous fournir des ressources gratuites ou quasi gratuites pour vous aider à savoir ce que vous avez à l'intérieur de vos data centers et aussi pour savoir comment est-ce que vous pourriez migrer vos applications. Et puis évidemment, nous aussi, côté Synapsis, on a ce genre de compétences. Bien sûr, tout à fait. Ok, merci pour la réponse à cette question. Sylvain, du coup, tu parlais effectivement quand tu organises un petit peu ton équipe. Peut-être Oui. tu veux approfondir. Sur l'organisation d'un CCOE, alors Oui. quand on commence à monter une équipe cloud, en général, on va monter avec quelques personnes, quelques se comptant sur les doigts d'une main, donc ça varie entre 2 et 4 personnes. Souvent, le ou les premiers qui vont être impliqués dans le montage d'une infrastructure cloud, ça va être un architecte. Alors soit un architecte infrastructure qui a plutôt une vision réseau, soit un architecte infrastructure qui a plutôt une vision déploiement des applications. Mais généralement, ça va être un peu la combinaison des deux. Une personne qui fait de la sécurité aussi. Christophe en parlait tout à l'heure aussi en disant que la sécurité c'était important. Par défaut, chez tous les fournisseurs de cloud, la sécurité elle est présente et elle est prégnante. Donc lorsque l'on choisit de migrer vers le cloud, on va forcément avoir une mise en place d'une politique de sécurité. Et puis souvent, alors c'est pas forcément au tout début, mais on va aussi avoir FinOps qui va arriver, et donc quelqu'un qui va avoir un rôle de gestionnaire de contrats, de sous, d'argent au sein d'un CCOE. Donc c'est vraiment ces 3-4 profils avec lesquels on va Dès le démarrer. début, Oui, dès le dès le début, début. en finance, ouais. Ouais, dès le début. Alors dès le début, pourquoi? Parce que bien souvent, là, ce sont peut-être les personnes qui sont dans le chat qui pourront répondre. Mais ce que j'ai souvent vu, c'est pourquoi est-ce que on a choisi de migrer vers le cloud? C'est souvent pour des raisons budgétaires, du coup. L'autre raison aussi pour laquelle on a choisi de démarrer dans le cloud, c'est que ça permet d'aller déployer des infrastructures qui sont à Singapour, au Japon, aux États-Unis, en Irlande, à Paris, à peu près en même temps, sans forcément avoir beaucoup de temps de latence supplémentaire pour aller construire des data centers à l'autre bout de la planète. Donc il y a ces deux aspects, il y a soit le coût, soit on est en train de grandir et on a besoin d'aller un peu global. Voilà, c'est un peu les deux chemins. Et donc le premier, sur le coup, on a besoin assez rapidement d'une stratégie financière. Et le fait de faire du Riost, c'est pas la meilleure stratégie financière que l'on puisse avoir. Au contraire, c'est même probablement la pire. Alors après, pour revenir juste au niveau de justement tout ce qui est un peu préparation FinOps et compagnie, il y a aussi un aspect dont on n'a pas encore discuté, c'est dans l'aspect gouvernance, l'aspect justement plan de réversibilité. Donc ça supposerait éventuellement qu'on soit justement chez un cloud provider et qu'on veuille aussi migrer. Donc là aussi, on est aussi sur de la migration. Donc ce plan de réversibilité, il doit aussi être mis en place dès le départ. C'est de définir un peu les mécanismes qui vont permettre justement de quitter un cloud provider pour aller sur un autre. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi être construit, qui doit être réfléchi en amont et construit au fur et à mesure de la migration. Voilà, c'est très important à prendre en compte pour les organisations et pas se retrouver un jour mis au pied du mur en disant bah voilà, il y a un choix stratégique dans l'organisation qui dit que bah, voilà, on doit quitter tel fournisseur parce que bah, on rentre en concurrence, bah, maintenant il faut partir ailleurs. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on déroule justement ce plan de réversibilité et on adapte justement notre démarche en fonction. Ok. Vas-y. J'allais ajouter aussi, comme ajout au plan de réversibilité, le fait de passer dans le cloud, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais ça permet aussi de construire assez facilement ce qu'on appelle en français des PRA ou des PCA, des plans de reprise d'activité et des plans de continuité de l'activité, parce que par défaut, nos fournisseurs de cloud sont multi-régions, et comme ils sont multi-régions, assez facilement, ils sont aussi nativement conçus pour faire des plans de reprise d'activité ou des plans de continuité d'activité à partir du moment
où on déploie ces infrastructures, non pas dans une région, mais dans 2. Quand on passe de 1 à 2, en fait, ça permet d'avoir une sauvegarde qui est ailleurs. Alors la sauvegarde, normalement, on l'utilise pas. Ça peut arriver qu'on l'utilise, mais normalement, on ne l'utilise pas. Et donc le fait de passer dans le cloud, ça permet de faciliter la construction de ces plans de continuité et de ces plans de reprise, parce que c'est fait nativement en fait chez les fournisseurs de cloud. Ils vous encouragent à passer et à utiliser plusieurs régions justement pour pouvoir faire de la continuité d'activité en cas de problème. Voilà, donc cet aspect-là, il est quasi natif chez les fournisseurs de cloud. D'accord. Donc bien à penser aussi à ça, c'est que quand on commence à avoir des plans de secours, des plans de recours, eh bien nos fournisseurs de cloud nous permettent de tranquillement construire cela. Alors, évidemment, il faut les construire. Hein. C'est pas non plus simplement en mettant une clé quelque part, on appuie sur le bouton et ça part. Il faut quand même construire les choses. Il y a un travail de construction qui est à effectuer du côté de l'équipe dont je parlais tout à l'heure, donc l'équipe en charge du cloud. Elle peut s'appeler CCOE, Cloud Team, etc. Elle a 50 noms, mais il faut que ce soit construit dès le départ. Par contre, c'est pas très compliqué à construire parce que les services nativement sont tous faits pour être multi-régions. Après, je voudrais rajouter aussi quelque chose sur la partie justement multi-région. C'est aussi l'investissement des cloud providers. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des organisations qui investissent en permanence et qui ouvrent aussi de nouvelles régions avec de nouvelles zones de dispo. Et c'est justement ces nouvelles régions et donc ces zones de dispo, par conséquent, en fait, c'est quelque chose devra aussi être pris en compte dans votre business. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir une proximité vis-à-vis des clients. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'Australie et pour l'Afrique du Sud. Et effectivement, on avait besoin de points de présence. Donc, du coup, nous, dans les choix que j'ai pu faire, j'ai pris AWS parce que c'était les seuls qui avaient une proximité assez conséquente sur cette zone-là. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans votre stratégie aussi quand vous faites la phase d'assessment. C'est-à-dire, voilà, il est où votre business? Où est-ce que vous voulez l'étendre? Et ensuite, regardez ce que proposent les différents cloud providers en termes de régionalisation. Voilà. Oui. Okay. Et si vous, ce qui drive, c'est l'innovation, ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous voulez vraiment profiter des services au plus vite, le choix de la région est également important. Parce qu'aujourd'hui, tous les services qui viennent de sortir ne sont pas éligibles sur toutes les régions. Je prends un exemple chez nous, à Paris, les services qui sont sortis il y a quelques mois ne sont pas encore éligibles. Ils le seront dans incessamment sous peu. Mais voilà, tout dépend du type de service. Mais un service qui sort du un service tout innovant aujourd'hui, la matrice, du moins là je prends l'exemple d'AWS, c'est d'abord en Virginie et en Europe c'est Dublin. Donc si vous faites le choix de Dublin, normalement vous aurez la chance C'est pareil chez Microsoft et chez Google. Hein. C'est aussi l'Irlande le numéro 1. Ok. Il y a une question, donc pour rebondir sur les propos de Philippe, est-ce qu'il faut impliquer dès le début les juristes de l'entreprise sur la partie contractuelle? Si vous avez si vous avez un service réglementaire, c'est mieux de les inclure dès le départ parce qu'eux ils sont plus à même justement, sont plus au fait des lois. Si vous dépendez de certaines lois, ce genre de choses. Par exemple, si vous travaillez dans l'industrie de la santé, il y a des choses que vous pouvez mettre et d'autres que vous ne pouvez pas mettre. Donc c'est important de les inclure dès le début, au moins pas forcément qu'ils prennent des décisions, mais qu'ils prennent part justement au projet. Et dès qu'il y a un point à soulever, ils vous alertent tout de suite et vous pouvez tout de suite anticiper et corriger le tir. C'est important de les rajouter dès le début. D'accord. Et ça permet aussi de négocier les contrats. Oui, alors en plus, oui, effectivement, c'est vrai. Même si pour être transparent à l'échelle des gros cloud providers, ils en ont pas 2-3 des juristes de leur côté, donc bon. Ouais. Pour adapter le contrat, c'est quand même pas évident, voire. Puis les marges de négociation, elles sont minimes. Les marges de négociation, voilà, elles sont ce qu'elles sont, mais voilà. Elles sont définies. Elles sont définies, voilà. Ouais. Donc bon, le juriste il pourra peut-être discuter de quelque chose, mais disons que c'est plus pour vous accompagner vis-à-vis justement de votre donnée et de votre aspect réglementaire. Est-ce que vous avez des choses qui vous imposent d'hoster des choses, de la donnée ou des infrastructures en France, par exemple, pour pas citer. Voilà, donc voilà, c'est des choses qui sont très importantes à inclure dès le début. Très bien. Donc du coup, pour faire écho au CCOE, à l'équipe, effectivement, donc on démarre par 2 à 4 personnes, mais très vite, en fait, on crante, c'est ça?
Alors très vite, oui, ça va monter assez rapidement en volume de personnes. Alors, suivant les entreprises, le CCE va avoir des rôles plus ou moins étendus. Mais, mais l'idée, effectivement, c'est de démarrer avec entre 2 et 4 personnes pendant environ 6 à 8 mois, c'est-à-dire c'est toute la phase où on audite sa DSI pour savoir ce qu'on a exactement à l'intérieur. Et puis dès qu'on commence à démarrer la migration, là, il faut au sein du CCE des équipes qui mettent en place la zone d'arrivée. Alors, ça s'appelle une landing zone. Donc, cette landing zone, pour la déployer, en général, il faut X DevOps, X étant supérieur à 2 en général, mais il faut au moins 2 personnes qui vont construire la zone d'atterrissage de l'ensemble de vos applications, qui aura été défini par les quelques architectes que vous aviez déjà au sein de votre CCE. Et donc effectivement cette équipe CCE, elle ne va faire que grossir, parce qu'au fur et à mesure on va rajouter des services, on va valider des services supplémentaires, on va ajouter des politiques aussi supplémentaires pour utiliser correctement les ressources du cloud. Donc ça grossit, ça grossit, ça grossit. Après, la bonne taille d'un CCE, bah pareil, c'est comme pour les types de migration, il n'y a pas vraiment de règles, ça va dépendre essentiellement du nombre de métiers que vous avez, du type d'entreprise dans lequel vous travaillez. Si c'est une petite PME, vous n'avez pas forcément besoin d'un énorme CCE. Effectivement, 3-4 personnes, là, ça suffira. Par contre, si on travaille dans des sociétés de la taille de SNCF Group, bah, le CCE, il y a des spécialistes pour différents fournisseurs de cloud. Et donc, il y a entre 20 et 30 personnes à l'intérieur d'un CCE pour une société de la taille de SNCF Connect. Hein. C'est pas SNCF Group, c'est vraiment l'agence de voyage du groupe SNCF, où il y a entre 20 et 30 personnes au sein d'un CCE. Donc, eux, ils construisent les services, ils packagent les services qui sont utilisés par le reste de SNCF Connect. Il y a un vrai volume. Il y a un vrai volet organisationnel. Vous m'avez dit en préparation, c'est 30% de technique, 70% d'humain pratiquement. Oui. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte, quoi. Tout à fait. C'est les aspects principaux à prendre en compte. C'est beaucoup le facteur humain. Il y a aussi un point, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est les sponsors au sein de n'importe quelle entreprise. En général, quand on prend la décision de migrer vers le cloud, il faut que ce soit une décision qui vienne d'en haut. Pourquoi ? Parce que c'est une décision qui implique de la réorganisation, qui nécessite aussi des fonds qui sont pas négligeables, parce que quand on va tant qu'on est en phase de migration, donc souvent les applications elles sont en multi-run, pas forcément double, ça peut être double, triple, quadruple, etc. Il peut y avoir X instanciations de la même application qui tournent un peu partout, justement pour faire des tests, et donc ça coûte relativement cher pendant la phase de migration, et puis une fois qu'on a migré l'application, on redescend effectivement à un coût tout à fait normal, mais dès qu'on est quand on est dans cette phase, c'est un peu onéreux, et donc il faut bien faire attention à s'assurer d'avoir un sponsor suffisamment haut placé dans la hiérarchie, parce que sinon, si ça DSI, vient... par exemple, ou même la direction générale. C'est généralement niveau DSI, niveau direction technique ou direction générale, oui, c'est à peu près ce niveau-là, ouais, qu'il faut. En tout cas, c'est les migrations réussies que j'ai vues, c'était celles qui venaient d'en haut. Oui. Après, c'est très haut. Ouais, c'est très haut, ouais. Et après, justement, sur les termes justement pour peupler justement cette cloud team, enfin ce CCE, on va dire, c'est quelque chose qui va évoluer en fonction du temps. En fait, c'est quelque chose qui n'est jamais figé dans le temps. Vous allez peut-être revoir, vous allez peut-être ajuster le tir peut-être tous les 6 mois, peut-être tous les 3 mois, ça dépend de votre roadmap, et puis peut-être aussi des problématiques que vous allez rencontrer en cours de route. Donc, faut garder une certaine agilité au quotidien et pas se formaliser et absolument vouloir rester sur la roadmap initiale qui avait été définie, je sais pas, par exemple, il y a un an. C'est quelque chose qui doit justement être revu quasiment, j'ai envie de dire, dans les grosses structures, c'est revu à peu près une fois par mois pour justement rajuster le tir, voir qu'est-ce qu'il faut être fait. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà, c'est vraiment de l'agilité tout au long du projet. Et ne pas oublier un détail, les fournisseurs de cloud éditent des services très régulièrement. Quand on dit très régulièrement, il y en a entre 10 et 15 nouveaux par an qui sortent. Et ce qui veut dire que aussi, de votre côté,
votre équipe en charge du cloud va devoir suivre ces nouveaux services, parce que vous pouvez très bien avoir des services qui vous facilitent la vie, qui sortent et qui n'existaient pas il y a 2 ans. Oui. Ok. D'où l'intérêt de revoir régulièrement son organisation. Voilà. Et de revoir son organisation et aussi revoir régulièrement aussi son architecture. C'est des choses qui sont aussi à revoir. C'est des choses, voilà, au début, quand on conçoit ou la landing zone ou quand on conçoit le chemin de migration, on se dit, bon, bah voilà, je définis une architecture à un certain temps, et en fait, bah, on se dit, bah, on reste calqué dessus. Mais en fait, cette architecture, il faut la faire évoluer, et justement, il faut la faire évoluer en fonction des nouveaux services qui sont mis à disposition, aussi les faire évoluer en fonction de la décommission de certains services, parce que oui, il y a des services qui sont décommissionnés avec le temps. Ça Donc arrive, ouais. voilà, ça revient justement, voilà, c'est vraiment rester agile et bien prendre en compte ce point, voilà. D'accord. Donc, bien penser que rien n'est vraiment complètement figé quand on est dans le cloud. C'est très 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 agile, comme l'a dit Philippe, et l'ensemble des services et l'ensemble des manières d'utiliser des services évoluent en permanence. On peut citer par exemple tous les services de gestion de sécurité. Je t'en prie, Christophe, si tu veux en dire un mot. Non, j'allais dire, mais effectivement, quand on parlait pas de cloud, qu'on était là, qu'on construisait notre propre data center, effectivement, c'était 3 ans de réflexion pour s'assurer effectivement du bon dimensionnement, des doubles attachements, etc., etc. Et puis, bah, le data center perdurait pour nombreuses années, voire nombreuses décennies, avant qu'on y retourne. Sur le cloud, c'est pas du tout ça. On parlait de landing zone, donc qui est vulgairement ce que moi j'appelle le data center virtuel, aussi. Et ben, effectivement, vous allez le faire évoluer tous les 6 mois, tous les ans à minima, parce que comme Sylvain, comme Philippe pouvait l'indiquer, les services, il y en a presque tous les jours ou à minima tous les mois des nouveaux. Des exemples, votre stratégie de sauvegarde. Historiquement, vous utilisez un partenaire, Vim et ainsi de suite. Bah, il y a certains fournisseurs de services qui ne proposaient pas aujourd'hui de service pour piloter vos sauvegardes. Bah oui, effectivement, 6 mois après, ils en proposent un. Donc, Entre-temps, il est sorti. Voilà. exactement. Donc, est-ce que c'est le bon choix? Oui, non. Après, c'est toujours à étudier, bien entendu. Mais je vous dis, une landing zone, ça évolue. Et effectivement, pareil, restez pas 18 mois à vous dire, on va construire la landing zone. 18 mois, c'est trop long. Il faut moins de temps, parce que entre le moment où vous allez réfléchir à la construire, 18 mois après, en fait, il y aura déjà de nouveaux services qui seront arrivés. Donc, ce qu'il faut penser, c'est comment on peut être agile, comment on peut faire évoluer, et dans vos choix, comment les choix sont pas gravés dans le marbre. C'est ça également qu'il faut avoir en compte. Et vous avez même des services pour vous aider à construire des landing zones qui existent. Je pense à Control Tower d'AWS qui est fait pour ça. Donc, Et ça évolue tout le temps. il y avait un sujet dont on avait parlé, c'est effectivement le niveau de maturité sur la philosophie un peu DevOps, sur la façon de fonctionner. Est-ce que ça serait important effectivement de le prendre en compte? Ça fait partie de la maturité des usages en fait. Quand on fait son auto-évaluation, donc son assessment, ça permet de savoir comment est-ce qu'on utilise déjà des services un peu automatisés. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. L'un des gros avantages du cloud, c'est que on peut à peu près automatiser 99% de la plateforme, 99% des tâches pour que tout se répare tout seul, pour que l'application passe toute seule à l'échelle, pour que l'application soit capable d'aller récupérer automatiquement ses données et que ce soit piloté par un fichier qu'on lui envoie pour lui dire ta définition de récupération de données, c'est tel et tel dépôt. Et donc effectivement, la philosophie DevOps, elle est importante parce que bah, tout ce que l'on déploie au sein d'un fournisseur de cloud, c'est finalement lié à du DevOps. Quand on commence à faire, alors je vais dire un gros mot, donc de l'infrastructure as code, ce qui permet d'automatiser au maximum les choses. Donc c'est vraiment DevOps 100%. Donc oui, le DevOps est effectivement très très important et doit faire partie de son auto-évaluation. D'accord. Philippe, Christophe, je ne sais pas si vous voulez rebondir.
Oui, bah, moi je rejoins ce que dit Sylvain. Effectivement, ça dépend du niveau de maturité, de l'engagement aussi à pouvoir recruter des personnes qui sont en mesure de faire du DevOps et être en capacité d'utiliser les outils comme le CloudFormation, hein, pour pas le nommer, Mm. sur AWS. Et puis après, bon, il y a des Terraform et d'autres outils, mais voilà, c'est vraiment important de garder cette philosophie, voilà, d'agilité à tous les niveaux. C'est pas, voilà, c'est-à-dire que le DevOps, il va devoir s'adapter à un nouveau contexte, il va devoir étudier de nouveaux outils, l'interfacer avec tout un tas de composants au niveau du fournisseur de cloud. Donc voilà, c'est vraiment important. Ça fait partie justement des personnes qui doivent faire partie de la cloud team ou du centre de compétences justement. C'est dès le départ en fait. Hein. C'est D'accord. comme pour le réglementaire, il y a des personnes, il faut les mettre dès le début. Ok. On fait d'ailleurs une table ronde autour du DevOps. Je vous mets le lien pour information dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Très rapide. On a encore quelques minutes d'ailleurs. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on a parlé rapidement du FinOps, mais ça fera l'objet d'une table ronde vraiment bien spécifique parce que c'est un vrai sujet. Qui dit FinOps dit GreenOps. Peut-être, je sais pas. Est-ce que vous voulez dire quelques mots un petit peu sur ces deux contextes, enfin des deux concepts qui vont peut-être se combiner en fait finalement? Oui, Je t'en prie. Vas-y. non, mais quand on parle effectivement, oui, FinOps, GreenOps, je pense que Sylvain, c'est probablement pas ça qui avait commencé, mais les deux sont étroitement liés. Hein. Et aujourd'hui, si on prend un exemple tout simple, hein, mais les hyperscalers, très simplement, hein, aujourd'hui, leur rentabilité, c'est que les ressources sont utilisées au maximum. Donc, vous doutez bien que quand il y a un data center, une région, une zone de disponibilité qui est allouée, hein, en réalité, effectivement, j'ai plus les taux et je pense que toi, Sylvain, tu dois avoir plus de chiffres que moi, mais leur objectif, c'est à minima 60 à 70%. Et vous avez même des enchères, un système d'enchères justement pour s'assurer effectivement d'avoir à disposition des ressources beaucoup moins coûteuses pendant une durée de vie parce qu'ils considèrent que pendant ce laps de temps-là, le data center est utilisé qu'à 60%, donc de ce fait-là, on vous fait un rabais. Sauf que si à un moment, il y a quelqu'un qui leur demande, de ce fait-là, vos instances sont entre guillemets détruites. Et donc, oui, c'est vraiment important. Et donc, oui, on a parlé du FinOps, mais c'est vraiment quelque chose à prendre dès le début, pour la simple et bonne raison. Quand vous démarrez votre mass migration, Sylvain a pu l'indiquer, hein, vous allez avoir du double, triple, quadruple run. Donc, si vous avez vos 4 environnements en même temps, durant vos tests, que vos équipes n'ont pas été suffisamment acculturées, que vous n'avez pas mis en place des automates, mais quelque chose de tout simple, hein, l'arrêt des instances la nuit. Par exemple. L'arrêt des instances, c'est quelque chose de très simple. Si vous faites du rehost, vous allez beaucoup parler compute. Le compute, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. C'est ce qui coûte le plus cher avec le stockage. Juste cette action-là, c'est déjà une action quick win qu'il faut penser dès le début. Il ne faut pas attendre d'avoir reçu la facture. Oui, ça fait effectivement partie des toutes premières actions FinOps. Alors, pour le lien entre FinOps et GreenOps, tous les fournisseurs de cloud fournissent des factures en termes d'usage. C'est-à-dire que c'est pas, on sait qu'on utilise tel service pendant tant de temps sur telle période de temps, et donc que l'on traduise le coût l'usage en coût monétaire ou en coût de CO2, c'est finalement la même chose. Donc c'est pour ça un FinOps et un GreenOps, ça se ressemble énormément dans l'approche. Les deux rôles se ressemblent aussi énormément dans les indicateurs. Ils se ressemblent aussi énormément dans les outils qui vont être utilisés, et ils vont être quasi identiques dans l'approche. Dans les deux cas, ça va être réduire. Dans un cas, ça va être réduire des coûts. Dans l'autre cas, ça va être réduire des consommations de CO2. Mais ça reste la même philosophie et la même manière de faire les choses. Et souvent, les deux rôles sont liés. Hein. Quand on trouve des profils FinOps, on a souvent des profils GreenOps qui viennent avec. Donc c'est quasi identique. C'est le FinOps qui motive le GreenOps, j'imagine, pas l'inverse. Souvent, oui. Alors après, beaucoup d'entreprises essayent d'afficher un bilan carbone pas trop affreux. Et donc, effectivement, elles font appel à des GreenOps. Une question ou une réflexion. Vu les infras qui hébergent les clouds, peut-on vraiment parler de GreenOps? Ah, c'est une bonne question. Oui, l'informatique, c'est pas très green de manière globale. La seule chose qu'on peut faire, c'est ce qu'indiquait Christophe, c'est de concentrer les choses pour justement éviter de trop dépenser et d'utiliser au mieux l'ensemble des ressources. Pour ça, on a différentes méthodes. Déjà, on essaye d'avoir des machines qui sont moins consommatrices en termes
d'électricité et de courant. On essaye aussi d'avoir des data centers qui sont moins consommateurs en termes d'électricité et de courant. Alors je parle pas de consommation des machines, là je parle bien de tout ce qui est cellules de refroidissement, donc d'avoir des data centers qui sont efficaces énergétiquement parlant pour justement diminuer l'usage des climatiseurs. On pourra citer par exemple Microsoft qui aime bien envoyer ses data centers beaucoup dans le nord, dans des bunkers, parce qu'ils sont particulièrement refroidis et il n'y a quasiment pas besoin de climatisation quand on est dans ce genre de locaux. Donc effectivement, les aspects green de l'informatique, on est d'accord, c'est compliqué à mettre en place, surtout quand on parle d'informatique où on a forcément des matériaux rares, des terres rares, beaucoup de ressources naturelles qui sont consommées. Ceci dit, on essaye aussi d'améliorer les choses. Donc oui, Très bien. de base, c'est pas green, mais on Ouais. essaye de le faire le plus possible quand même. C'est bien. Belle intention. Est-ce on arrive là plus ou moins sur la fin, on va conclure. Est-ce qu'il y a certains sujets, certains aspects qu'on aurait pu oublier ou que vous souhaitez souligner? Pas forcément. Sinon, un mot de la fin. Ce qu'il faudrait dire, c'est que voilà, Oui. c'est que chaque migration a son propre R pour revenir au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle. La solution, elle se fait dans le temps via l'assessment. Et chaque chemin de migration, c'est le bon, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Et voilà, il est unique, il est propre à chaque organisation. Donc voilà, vraiment phase d'assessment le plus important, et après justement la migration et puis l'exploitation avec la cloud. D'accord, merci beaucoup Philippe. Sylvain? Et donc chez Christophe, Synapsys, on est là pour vous aider à migrer vers le cloud si vous avez des choses à Oui. migrer. Hein. Oui, effectivement. On intervient sur des projets des programmes, on va dire, de migration cloud Tout à fait. qui peuvent être aussi assez complexes, etc. Donc du coup, on est là pour conseiller, pour guider à différents niveaux. Très bien. Christophe, Sylvain, je ne sais pas si un mot de la fin de votre côté. Voilà, sinon. Non, moi c'était plus que ça. Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Hein, Focus FinOps et GreenOps, la landing zone, votre organisation, le démarrage, effectivement, l'assessment, hein, c'est savoir votre état des lieux de manière générale, où est-ce que vous en êtes, comment le projeter. Ça permet aussi de vous mesurer, de savoir, une fois qu'on a migré, où est-ce qu'on en est. Vous serez peut-être pas encore à l'état de l'art comme vous le souhaitez, et vous allez réitérer. 6 mois après, vous serez encore amélioré. Et même sur la sécurité, on pourrait faire une thématique spécifique là-dessus, tellement il y a de sujets à évoquer. Exactement. Et effectivement, donc cette table ronde en fait s'inscrit dans une série de tables rondes sur tous ces sujets. Donc on donne la possibilité à chacun effectivement de pouvoir poser vos questions, etc. On sait que c'est pas toujours simple. En tout cas, un grand merci pour toutes les interactions qu'il y a eu, toutes les questions. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous les trois. C'était un plaisir parce que vous apportez un éclairage et puis c'est limpide. Enfin, voilà, la façon dont vous exposez les choses, je pense qu'elle est vraiment très, très claire, très constructive. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous parler de toute façon. Merci Philippe, Sylvain, Christophe et merci à tous dans le chat. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si on peut vous aider, vous pouvez nous contacter. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.